Dans cette discussion, Daniel Ménard et Bernard de Montréal discutent de la générosité, en se demandant si elle est intelligente ou astrale. Ils soulignent que la générosité peut être motivée par des sentiments, ce qui est typique de l'homme inconscient et involutif, ou par un état mental, typique de l'homme conscient et évolutif. L'homme inconscient donne souvent par sentiment de culpabilité ou sous l'influence astrale, tandis que l'homme conscient donne en comprenant que les problèmes mondiaux font partie du karma planétaire et qu'il faut agir d'une manière différente pour essayer de rééquilibrer les situations. La générosité intelligente est donc basée sur une compréhension plus profonde et une action en accord avec cette compréhension. La générosité basée sur des sentiments n'est pas nécessairement une générosité intelligente. Dans la générosité basée sur les sentiments, il y a des mouvements d'âme qui sont d'ordre karmique, liés au tempérament et au caractère de l'individu. 7. Générosité se base souvent sur le besoin de balancer une certaine culpabilité. En revanche, dans la générosité intelligente, il n'y a pas de sentiment. Dans l'intelligence intégrale, c'est soit intelligent, soit pas intelligent. Une personne intelligente consciente n'a pas besoin de justifier sa générosité, c'est quelque chose de naturel dans son intelligence. Elle comprend les conditions, les conséquences et les a priori de sa générosité. Les conséquences de son geste sont pour autrui, pas pour elle-même. En revanche, une personne généreuse par sentiment met une valeur dans son geste et cherche une satisfaction émotionnelle. Dans l'intelligence consciente, il n'y a pas d'émotion, le mouvement vers l'extérieur est purement créatif. Si l'être est réellement conscient et en contact avec le plan mental, c'est le plan mental qui l'avise d'être généreux ou non. Les conséquences de l'acte sont déjà enregistrées dans le plan mental. L'individu est totalement désimpliqué et le geste est totalement conséquent dans le temps. En revanche, dans la générosité émotive, l'action est basée sur un processus de réflexion égoïque, sur le tempérament et le caractère de l'individu. Elle n'est pas basée sur l'intelligence intégrale de l'homme et peut avoir des implications karmiques. Dans cet extrait, Bernard de Montréal discute de la question de la générosité et de son rapport avec la politique et les individus. Selon lui, il y a beaucoup d'argent qui circule dans le monde, mais les gouvernements ne semblent pas faire leur part pour aider les moins fortunés. Il souligne que les motivations politiques et économiques influencent souvent les décisions d'aide et que la générosité gouvernementale est souvent circonstancielle et le charme politique. Au niveau individuel, il affirme que les personnes qui agissent par générosité envers leurs proches sont souvent inconscientes de leurs propres faiblesses et cherchent à être aimées en retour. Il considère que cette générosité est inconsciente et peut maintenir les personnes dans leurs faiblesses. Pour lui, la générosité consciente et mentale est celle qui est dénuée d'émotivité subjective et qui ne cherche pas à être aimée. Selon lui, traverser le besoin d'être aimé fait partie du développement de la conscience et de la centricité, en dépassant l'ego et en reconnaissant son existence illusoire. Dans cette entrevue, il est expliqué que le négatif est nécessairement lié à l'intelligence et à l'ego. L'ego étant un hybride. Les valeurs spirituelles, religieuses et philosophiques. Contrairement à l'intelligence, qui est indépendante de l'homme et de sa culture, l'ego est dépendant de la culture, de la civilisation et de la conscience sociale de l'homme. L'ego n'a pas de substance ni de lumière, il est opaque et inconscient. Les actes du quotidien sont véhiculés à travers l'ego et son opacité. L'âme, qui est une mémoire, manipule totalement l'homme et le rend dépourvu d'identité. La générosité peut être vécue au niveau de l'âme, mais n'est pas nécessairement synonyme d'intelligence. Il est conseillé d'avertir les autres personnes de ses propres positions et attentes pour éviter d'être manipulé par les attentes sociales. Dans cette conversation, BDM explique qu'il ne veut pas créer de conditionnement ou de méthode en matière d'amour. Il pense que vivre sous la vibration de tout le monde est un problème pour l'être humain moderne, car cela lui fait perdre de l'énergie. Il compare cela au fait de recevoir comptable des cartes de crédit sans avoir besoin de compte, ce qui entraîne une surcharge de sollicitation. Il mentionne également le fait que certaines entreprises vendent les informations de leurs clients à d'autres compagnies, ce qui entraîne une inondation de publicité. Il prédit que les masses prendront le pouvoir et que le système politique devra changer pour mieux représenter les idées de la population. Dans cette conversation, Bernard discute de l'évolution de la conscience individuelle et de ses conséquences concrètes. Il affirme que l'humanité est en train de passer par un changement de conscience à un niveau profond, et que cela aura un impact sur la vie quotidienne des individus. Une personne conscientisée expérimentera une meilleure gestion du temps, de l'intelligence, de l'énergie, des relations humaines, des biens matériels et de la santé, ce qui se traduira par une plus grande liberté.
Cependant, il souligne qu'il est important de rester connecté à la société et de ne pas se couper de l'environnement, car cela mènerait à une illusion astrale. En résumé, l'évolution vers une conscience individualisée apportera des changements positifs dans la gestion de la vie quotidienne, mais il est essentiel de rester en relation avec la société pour éviter les pièges de l'illusion astrale. Dans cette conversation, Bernard de Montblanc souligne l'importance pour l'homme de rester ancré dans le système plutôt que de se marginaliser. Il explique que se marginaliser rend l'homme plus vulnérable aux forces occultes et à sa propre conscience incomprise. Selon lui, l'évolution de l'individu et son individualisation doivent conduire à une plus grande conscience et créativité, ce qui lui permettra de coexister de manière constructive avec le système. Il insiste sur le fait que le problème réside dans la façon dont l'homme traite le système et non dans le système lui-même. Il encourage également l'intelligence et la générosité, mais avertit qu'elles doivent être utilisées de manière réfléchie. Finalement, il affirme que l'individu est responsable de son propre astralisation par rapport au système. Dans cette entrevue, Bernard de Montréal parle de la culpabilité et de la générosité. Selon lui, ces deux éléments sont liés et vont de pair. Lorsqu'on est conscient et généreux, on n'a pas de culpabilité. La culpabilité est donc remplacée par la conscience. De plus, Bernard affirme que la mémoire est liée au karma, et que lorsqu'on est généreux, on est conscient de la dynamique karmique de l'autre personne. Par contre, lorsque l'on n'est pas conscient de cette dynamique, cela est lié au sentiment. Bernard souligne également l'importance de se parler à soi-même lentement, sans se croire, afin d'éviter d'être manipulé par le monde astral. Il suggère de faire confiance à son intuition et de se fier à sa conscience pour savoir si l'on doit donner ou ne pas donner. Cela fait partie de l'évolution de la conscience et permet de mieux comprendre et interagir avec les autres. Dans cette discussion, il est souligné que pour que l'homme puisse accéder au circuit universel, il doit passer par l'astral pour se nettoyer et se connecter à sa propre source universelle. Cela implique de ne plus croire aveuglément, mais de remettre en question ses croyances et de se défaire de l'ego involutif. Les forces astrales utilisent la manipulation pour nourrir l'ego, tandis que le moi universel cherche à brûler l'ego et ne cherche pas à flatter les émotions. Les forces astrales manipulent les émotions subtiles et positives de l'humanité inconsciente pour les maintenir dans la culpabilité et la croyance. La culpabilité est considérée comme un poison et est utilisée pour maintenir le contrôle sur les individus à travers les conventions sociales, la philosophie et la religion. Il est souligné que l'homme est multidimensionnel, composé de différentes poupées russes, et que la petite poupée à l'intérieur est celle qui dirige le spectacle et qui est à l'origine des problèmes de l'humanité. L'homme, en tant qu'individu, n'est pas préparé à vivre seul sur une planète où il y a des milliards d'autres individus avec leurs propres idées et opinions. Il faut une grande force mentale pour avoir une conscience harmonisée avec l'extérieur, respectueuse des autres. Cela fait partie du processus d'évolution de l'homme. Cependant, il a besoin d'aide pour atteindre cet état. Il peut être aidé par sa source, c'est-à-dire en se connectant à sa propre conscience. Cette connexion ne disparaît pas une fois établie, elle est permanente. Cependant, il est important de rester vigilant, car il est possible de se laisser distraire ou influencer par d'autres. Les individus doivent vérifier leur connexion et s'assurer qu'ils ne deviennent pas astralisés, c'est-à-dire perdus dans le monde astral. La connexion avec la conscience collective se fait à travers une solitude psychologique, une introspection profonde. L'individu doit être prêt à supporter les difficultés et les épreuves imposées par les entités du plan mental pour parvenir à une véritable compréhension de sa conscience et atteindre l'immortalité de la conscience éthérique. La différence entre une personne consciente et une personne inconsciente est que celle qui est consciente a un pouvoir créatif d'expression plus élevé. Elle est capable de comprendre les mystères de la conscience et de les reconnaître. Même si une personne consciente peut avoir des difficultés de communication, elle peut néanmoins trouver des moyens de s'adapter à son environnement. Une personne consciente est indépendante de ce que les autres pensent ou de ce que la société attend d'elle. La créativité est l'expression d'une énergie cosmique et a des conséquences durables. Un talent n'est qu'une partie de l'âme, tandis que la créativité consciente change la conscience humaine. Une personne talentueuse se sent utile dans son environnement, mais ce n'est pas un objectif en soi pour une personne créative consciente. La complexité de l'ego, l'insécurité et la préoccupation de ce que les autres pensent empêchent la simplicité d'être conscient. Dans cet extrait, les interlocuteurs discutent de la pensée et de la conscience. Ils soulignent que les pensées sont influencées par les autres,
mais sont également subjectives et n'ont pas de valeur intrinsèque. Ils décrivent l'individu conscient comme étant centré sur lui-même, tandis que l'inconscient est égocentrique et attaché à ses habitudes. Ils expliquent que la relation avec l'environnement change lorsque l'on devient conscient, car les pensées peuvent être ajustées pour créer des alternatives et s'adapter. L'individu conscient est également décrit comme quelqu'un qui ne veut pas souffrir et qui cherche à ne pas souffrir en organisant son mode de vie en fonction des lois occultes de la vie. Il note que la vie est une programmation et que l'individu conscient doit sortir de la programmation astrale pour entrer dans une conscience mentale. Il mentionne également que les personnes qui nous font le plus souffrir sont souvent celles qui nous font penser davantage. L'individu conscient peut souffrir à différents niveaux en fonction de sa sensibilité et de sa vision restreinte vers le présent plutôt que vers l'avenir. L'auteur de la déclaration affirme qu'il faut vivre l'inconscience, la drogue, l'impuissance des nations et le machiavélisme. Il soutient que l'impuissance individuelle, la maladie et les épidémies font partie du karma des nations. Il explique que lorsque l'on est conscient, il faut limiter sa vision et ne pas se préoccuper de toutes les magouilles du système. Il affirme que lorsque l'on est conscient, on peut voir à travers les tentatives de manipulation et mettre de l'ordre. Il donne pour exemple le fait de ne pas lire les journaux afin de ne pas se laisser décourager par tout ce qui se passe dans le monde. Il affirme que plus on est conscient, plus on veut vivre une vie personnelle et actuelle, et que c'est en restriction que se trouve la place pour la transmutation. Il explique que le contact avec le monde est essentiel pour une personne en développement, mais qu'à un certain niveau d'évolution, on peut se retirer et se consacrer à son propre cercle de vie. Il compare cela au travail d'un enseignant ou d'un médecin qui, après avoir réalisé l'inefficacité de leurs efforts dans le système, abandonnent leurs idéaux et se retirent pour vivre leur propre paix. Il conclut en affirmant qu'il n'y a plus d'équilibre lorsque l'on veut être bon dans son travail mais que le système ne soutient pas cela. Il propose alors de faire son travail, de gagner sa vie et de retourner dans son propre monde pour trouver sa paix. Dans cette partie de l'interview, Bernard parle de l'importance d'être conscient dans toutes les sphères de la société. Il mentionne qu'il est nécessaire de faire attention à ses actions et de ne pas créer de problèmes inutiles, notamment en essayant de ne pas s'engager dans des conflits avec des personnes mal intentionnées. Il souligne la nécessité pour les individus conscients de comprendre les limites du système, que ce soit dans le domaine juridique, avocat, juge, ou dans les forces de l'ordre, policiers. Il mentionne également que certaines personnes en politique font attention à leurs affaires pour éviter les ennuis. Il donne l'exemple d'un homme qui avait un problème et qui a assisté à une conférence donnée par Bernard sur l'implication, ce qui lui a permis de trouver des réponses à ses questions. Lorsqu'il est retourné travailler le lendemain, son supérieur a essayé de le déranger mais il a réagi intelligemment grâce à sa conscience et a pu passer outre cette situation difficile. Bernard ajoute que l'homme conscient est centré sur lui-même et qu'il évolue progressivement vers une autre mentalité. Il souligne que l'évolution implique d'être en contact avec sa source et de ne pas se complaire dans l'involution. Il explique également que la conscience doit être mise en action dans nos comportements et que se prétendre conscient sans agir en accord avec cette conscience est futile. En conclusion, Bernard insiste sur l'importance d'être conscient et d'agir de manière intelligente et réfléchie, et affirme que l'homme conscient est en constante évolution vers une nouvelle race mentale.